Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir invités pour cette conférence. Alors voilà, je me présente, je suis Nicolas Kuckelbergs, un des cofondateurs de BC Architect Studies and Materials. Ce sont trois entreprises différentes, dont d'abord une firme d'architecture, un bureau on va dire d'études plus une ASBL, une association sans but lucratif qui organise des workshops sur la sensibilisation aux matériaux durables, à la sensibilisation aux matériaux circulaires. Et BC Materials qui est une société coopérative qui produit des matériaux de terre crue. Et donc du coup, on était un peu obligé d'organiser ces trois entités différentes, mais au final on est un collectif BC et on s'est rendu compte que justement pour pouvoir créer l'architecture, concevoir l'architecture qu'on a envie de concevoir, dans laquelle on croit, on est obligé justement de faire plus que ce métier d'architecte. On a dû commencer à produire des matériaux, à faire de la recherche sur qu'est-ce que c'est vraiment le durable, commencer à même mettre en œuvre les matériaux. Et petit à petit, c'est un petit peu devenu ce que nous, on a appelé the act of building, l'acte de construire, l'acte de bâtir. Euh, et pour lequel justement on a présenté lors de la Biennale de Venise justement cette vue sur l'architecture qu'on a. Et donc justement, on a créé ce petit livre aussi, c'est une publication qu'on a faite pour la Biennale et qui représente un petit peu, de toute façon, notre façon de concevoir l'architecture dans je pense, une ferme qui est assez hybride. Mais donc voilà, comme vous avez bien entendu, on est une famille, on est un collectif qui s'appelle BC Architect Studies and Materials. Et alors, je crois que la façon dans laquelle on conçoit l'architecture et donc comment est-ce qu'on l'a faite, tout ça, ça a débuté justement par un projet qu'on a fait au Burundi. Moi-même et les trois justement autres cofondateurs de BC, à ce moment-là, on avait juste fini nos études et on a eu cette fantastique opportunité d'aller au Burundi pour pouvoir construire une bibliothèque. Une bibliothèque dont un projet public. Qui est ouvert au public en tout cas. Et pour nous, c'était une première approche parce qu'on avait, voilà, on n'avait pas encore, on travaillait dans des agences en tant que stage, mais on n'avait pas encore vraiment une vraie expérience professionnelle. Et donc du coup, en arrivant là-bas au Burundi, on avait aussi que 20 000 euros en poche, on va dire, parce qu'on avait nous-mêmes fait la levée de fonds pour ce projet. Et donc on a dû regarder autour de nous ce qu'il y avait de disponible. Pourquoi? Parce que premièrement, toutes les ressources qui étaient importées coûtaient 4 fois le prix de ce qu'on payait à peu près en Belgique ou ici en France. Le ciment, l'acier ou d'autres matériaux étaient vraiment très très chers. Et donc on s'est rendu compte que de trouver des matériaux locaux n'était pas seulement plus écologique évidemment, mais était surtout beaucoup plus économique pour ce contexte du Burundi. Donc on s'est tracé un cercle de 5 km autour du site où on allait construire cette bibliothèque pour rechercher les matériaux. Et on a trouvé quoi? On a trouvé de la pierre naturelle, des moellons. Les gens récupèrent des pierres, elles les préparent des petits tas d'un mètre cube le long de la route pour pouvoir les vendre. On a trouvé aussi dans les vallées, justement en dessous, dans les vallées entre les 1000 collines. Le Burundi, on l'appelle le pays des 1000 collines. C'est un pays très vallonné, mais avec des anciennes, très anciennes montagnes. Et justement, dans les vallées, on trouve une argile très, très, très cohésive. Et cette argile qui est utilisée pour faire des briques cuites. Eux, ils utilisent en tout cas la brique cuite, mais aussi pour faire des tuiles romanes. Puis on a trouvé du bois aussi, évidemment, autour de chez nous. Mais on s'est aussi rendu compte que au Burundi, quand on cherche du bois ou des gîtes, des madriers, on doit d'abord trouver des arbres, donc trouver une forêt dans laquelle on peut trouver les poutres qu'on voudrait utiliser pour le projet. On a découvert aussi d'autres choses incroyables, comme par exemple la plante du sisal. Je vais vous montrer après ce qu'on a pu en faire. Mais surtout, on a découvert aussi ce matériau qui est incroyable, qui est la terre crue. Et là, spécifiquement au Burundi, on parle d'une terre latéritique, une terre qui contient des oxydes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des briques de ciment, des parpaings de ciment ou de se payer aussi des briques cuites, creusent des trous
pour récupérer cette terre et forment ce qu'on appelle des adobes, des briques de terre crue. Et donc nous, on s'est dit, ben voilà, c'est fantastique comme matériau, c'est disponible, ça va mettre la main-d'œuvre locale justement au travail. Et on s'est dit, ben, nous aussi, on veut travailler avec cette terre. Donc ça nous a obligés de passer par des analyses des terres, mais à ce moment-là, évidemment, on ne connaissait pas encore la construction en terre crue. On a trouvé évidemment beaucoup de littérature. Pour ceux qui connaissent le cratère, c'est l'institut le plus renommé, on va dire, avec plus de 40 ans d'expérience dans la construction en terre crue. Ben, depuis le Burundi, on a réussi à trouver les livres en PDF, on a commencé à tout lire et analyser nous-mêmes justement les terres sur place pour essayer de comprendre, faire des granulométries, même on a essayé de faire des sédimentométries sur place, faire des pastilles pour pouvoir vérifier la cohésion des terres. Voilà, juste des petites pispotes qu'on avait fait sur place pour essayer de caractériser cette terre et de comprendre ce qu'on pouvait en faire, si c'était possible de nous faire des briques de terre crue. Je vais vous montrer un petit film qui montre le processus de construction de ce projet. Voilà, donc au Burundi, il faut savoir qu'on est dans un pays qui n'a pas beaucoup d'industrie, ou pratiquement aucune. Et donc la balance entre les matériaux et le prix des labor, des ouvriers sur place est tout à fait différente qu'ici. Les gens gagnent un maximum 1,50 €. Donc on était toujours dans une logique de mettre le plus possible les gens au travail, plus que d'aller chercher des outils, des engins, pouvoir augmenter l'efficacité sur site. Et donc on a lancé une production de briques de terre compressées, des BTC, on appelle ça, briques de terre compressées. Et donc sur place, on a trouvé deux testarames, ce sont des machines, des presses mécaniques mais manuelles, qui avaient été livrées dans les années 90 par la coopération belge et qu'on a retrouvé justement dans les hangars du diocèse pour lequel on travaille. Et donc du coup de pouvoir faire ces briques de cette façon-là, ça nous a permis évidemment de pouvoir ne pas devoir cuire des briques qui au final auraient été une ressource assez disponible sur place, mais il faut savoir qu'il y a un vrai problème au Burundi de déforestation, parce que les gens vont couper les arbres, les eucalyptus, pour pouvoir, pendant la nuit justement, pour pouvoir faire leur briques artisanales. Et donc d'organiser justement une production comme ça sur place, ça nous a permis de ne pas devoir utiliser la brique cuite et aussi de minimaliser l'utilisation du ciment. Par contre, on est en zone sismique, on a quand même dû renforcer avec de l'acier et des colonnes en béton à l'intérieur. Donc on a utilisé en fait ces briques de terre crue sans ciment en coffrage perdu. Puis de nouveau, voilà, on a dû couper des arbres sur le site et on a pu en faire directement les poutres. On n'en a pas eu suffisamment, donc on a dû aller quand même aller chercher dans des forêts avoisinantes d'autres arbres pour pouvoir faire les poutres de la toiture. Alors ça c'était un petit peu le cadeau magique sur site. C'est vraiment en passant du temps sur un endroit qu'on arrive à trouver des choses incroyables comme celle-ci. On était parti de l'idée qu'on allait créer un grand hamac, justement, un espace de lecture pour les enfants. Il nous fallait de la corde et on s'est rendu compte que la corde de sisal est fabriquée avec la plante de sisal, qui est un cactus. Moi je ne savais pas. Et on a eu le cadeau magique sur 6 personnes au travail pendant 1 mois pour pouvoir tisser la fibre et faire la corde et puis tisser le hamac. Et donc voilà, le résultat, c'est un bâtiment que je pense contemporain, mais vraiment ancré dans une localité qui était différente que la nôtre. Pour nous, en fait, c'était notre première expérience professionnelle, on va dire, à la construction. Et on en est venu à faire beaucoup plus que le métier de l'architecture.
On a organisé le chantier, donc on était presque entrepreneur général, mais avec la communauté locale, avec Salvatore, le contremaître, nous a aidé à concevoir le dessin. Il savait beaucoup mieux ce que c'était le calpinage d'une brique, parce que bon, c'est pas parce que je suis belge qu'on a appris énormément à l'école non plus sur la brique. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas bien écouté à l'école non plus, je ne sais pas, mais en tout cas, le savoir-faire local était très très clair, qu'ils connaissaient très bien la brique et le calpinage, le maçonnage, et donc on a pu apprendre d'eux et on a pu apprendre avec eux, et voici le résultat. Donc je pense que c'est un projet vraiment social aussi. Pour nous, c'était vraiment une première approche qui était assez naïve, je le pense vraiment, mais qui a pu vraiment mettre les bases sur ce qu'on allait faire plus tard avec notre agence. Donc si vous voyez l'intérieur, la brique, la brique, justement la territique rouge est assez foncée. Donc on a utilisé justement cette argile qui venait des vallées qu'ils utilisent pour faire les briques de terre. Excusez-moi. Les briques de terre cuite. Et donc cette argile de Niamasso s'appelle, qui est assez brune, était fantastique aussi pour faire des enduits à l'intérieur et éclaircir justement l'espace. Et donc du coup, voilà, cette approche assez naïve, on va dire pour nous, nous a quand même mis des bases sur comment est-ce que nous voulions concevoir l'architecture, comment est-ce que nous voulions bâtir, comment est-ce que nous voulions construire. Et de retour en Belgique, on avait envie d'une seule chose, c'est de faire la même chose en fait. Et donc on a eu plusieurs petits projets qui nous ont amenés à construire en terre, d'organiser des workshops justement pour créer une communauté aussi autour de la construction en terre crue, nous a amené à bien regarder ce qu'il y a autour de nous. Je comprends la construction vernaculaire de la Belgique aussi. Et on a eu l'occasion justement de concevoir un projet public cette fois-ci en Belgique, dans la région d'Anvers, à Edegem. Là, on est quand même 3-4 ans plus tard, en 2015. Et donc en remportant ce projet ce concours, on a eu l'occasion de mettre justement tous ces bases, ces concepts en Belgique, en Belgique. Et donc là, on est où? On est dans un ancien fort qui est un ancien un hangar qui a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel la commune de Edegem désirait construire une sorte de classe régionale pour pouvoir accueillir les enfants qui sont en classe verte, pour pouvoir apprendre les biotopes, les grenouilles, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et, euh, et donc du coup, ils étaient partis sur l'idée, voilà, construire un bâtiment autour du hangar ou à l'intérieur. Et donc nous, on leur a proposé de construire à l'intérieur. Ça, je vous montrerai plus tard. Alors la première chose qu'on a fait de nouveau, c'était regarder autour de nous qu'est-ce qu'il y a. Et l'ancien fort, c'était vraiment une ode aussi à la construction en briques cuites. L'utilisation de la brique comme il faut, donc en compression, de très belles arches et voûtes qui ont servi justement de point de départ pour pouvoir créer notre bâtiment. Puis après, de la même chose qu'au Burundi, on s'est dit, bon voilà, on va pas construire en briques cuites parce que en Belgique, on a un autre problème, enfin oui, un peu partout, c'est le bilan carbone. Et le bilan carbone de la brique cuite est assez mauvais, et donc on s'est dit, ben, on va construire en terre crue aussi. Et pour ça, on avait besoin d'argile. Et donc on est allé regarder dans la région parce que la terre qui venait du site en elle-même n'était pas disponible puisqu'on n'allait pas creuser, on n'avait pas, pas vraiment de grosses fondations à faire ni de cave. Donc on est allé voir un peu plus loin. Aussi on était sur un projet public, donc on devait faire un travail de recherche qui allait être mis en œuvre probablement 5-6 mois plus tard. Donc c'était important de trouver un endroit où on pouvait faire notre recherche et acheter ou récupérer cette terre plus tard. Et donc on a trouvé dans la région de là, on est dans le Ruppelstreek, ça s'appelle, qui est très connu pour son argile de baume, qui est une argile grise, une argile yprésienne, avec énormément de cohésion. Ici on voit la carrière. C'est difficile de voir justement à l'échelle, mais c'est immense.
Et donc là, on a pu récupérer notre matière première pour pouvoir après faire nos briques. Puis après, on est parti sur un système assez simple. Voilà, c'est un module de 6 sur 6, conçu de 4 arches, qui est répété en fait pour pouvoir faire la superficie nécessaire qu'ils avaient besoin pour le projet. En Belgique, on a évidemment des normes aussi par rapport à des normes énergétiques, donc on était obligé d'isoler. Et là, on a décidé de travailler avec un autre produit, un matériau qu'on trouve assez très intéressant, qui est le chaux-chanvre, donc un béton de chaux-chanvre, qui est un mélange de chènevotte, la fibre, la chènevotte de chanvre, mélangée avec de la chaux, qui au final est devenue une enveloppe. Et puis après, on s'est dit, bon ben voilà, on est sur des techniques qui sont assez innovatives, donc qui probablement allaient coûter assez cher et qui ne sont pas vraiment connues non plus autour. Et on s'est dit, ben voilà, on va, pour pouvoir les réaliser, faire baisser le prix justement pour pouvoir que ça rentre dans le projet, on a organisé deux workshops. Le premier qui était pour la conception des briques et le deuxième qui était pour la mise en œuvre du chaux-chanvre. Et l'intérêt de ces moments-là, c'est que c'est des moments très sociaux, je crois, parce que premièrement, on a justement une équipe de personnes qui sont énormément intéressées par ce matériau, par cette façon de construire, qui veulent apprendre. Et nous, on leur propose voilà, de travailler sur un projet concret. Ils viennent nous aider avec leur temps, et nous, on leur apprend à construire avec ces matériaux. Et donc pour ce projet, par exemple, on a organisé pour les briques 4 workshops d'une semaine, et pour le chaux-chanvre, c'était je crois 3 workshops d'une semaine. Je vais vous montrer une petite vidéo, comme ça vous voyez en image comment ça s'est passé. Vous voyez, le lieu est fantastique, c'est vraiment très beau aussi. Très vert. Mais en plein milieu d'Anvers, donc dans une zone très urbanisée. Donc pour les enfants, de venir en classe verte, là, ça les... Donc vous voyez, c'est un bâtiment qui est à l'intérieur d'un bâtiment, donc on est complètement protégé de la pluie. La seule chose qu'on devait faire, c'était justement de l'isoler thermiquement. Donc, première chose qu'on a fait, c'était amener l'argile, la faire sécher. On a eu la chance que c'était à l'intérieur d'un hangar, on pouvait la sécher facilement. Ici, on voit les workshoppers qui sont venus pour pouvoir nous aider d'abord à broyer cette terre argileuse, puis après la mélanger dans le malaxeur, avec le sable et l'argile dans la bonne proportion qui ont été recherchés par nous, par BC Materials quelques mois auparavant. Et puis la production commence. Donc évidemment, différemment du Burundi, on est là sur une presse hydraulique qui a une pression de 30 tonnes, tandis que au Burundi, c'était une presse mécanique qui est beaucoup moins performante. Ici, on voit les 4 groupes qui ont pu participer à la production. Des moments magiques au final, parce que c'est des moments justement où des gens qui sont intéressés par cette construction différente se rencontrent. Et même maintenant encore, il y a plusieurs workshoppers qui sont toujours en contact ou qui travaillent ensemble. Puis après, au final, donc les briques, une fois qu'elles ont été sèches, 2 semaines après, même chose qu'au Burundi, c'est un maçon classique qui a pu les mettre en œuvre pour pouvoir créer les espaces. Et puis après, donc deuxième workshop organisé aussi pour pouvoir produire le chaux-chanvre. Vous voyez, d'abord, il y a une structure en bois qui est installée pour pouvoir supporter le poids du chaux-chanvre. Et ce qui est beau justement avec cette technique, c'est que, comme pour ceux qui connaissent la technique du pisé en terre crue, on a aussi justement ce rendu qui est très straté, je ne sais pas comment on dit, avec des couches.
Et ce qui est incroyable justement avec ces matériaux, c'est qu'avec la brique de terre crue qui a un bilan quasi neutre, on va dire, puisqu'on utilise un bilan carbone quasi neutre, puisque la terre vient des alentours, et on n'utilise pratiquement aucune énergie fossile pour pouvoir les produire. Et le chaud-chanvre qui lui a un bilan carbone positif, parce que justement pendant la pousse du chanvre, il va capter le CO2. Et alors ce qui est incroyable aussi avec le chanvre, c'est qu'il peut à certains endroits même pousser 4 fois sur l'année. Et donc on va carrément collecter et stocker du carbone dans le bâtiment. Donc on est sur un bâtiment qui est bilan carbone positif même. Voilà le résultat. Ici à l'intérieur, c'est vraiment une enveloppe en chaux-chanvre, même les plafonds sautent aussi au chaux-chanvre, ils continuent et puis ils recouvrent l'extérieur. Ici l'entrée vers les WC. Et donc du coup, ces deux projets, je vous les ai montrés parce que je pense que ce sont les projets qui ont les plus phares pour BC Architecte et qui ont aussi fait réfléchir à notre groupe, à notre collectif, sur la façon dans laquelle on construit. Et puis on a été vraiment perturbé par ça et c'est comme ça que BC Materials est né, je crois, et c'est dû d'abord tout simplement aux problèmes qu'on a pour l'instant dans le secteur de la construction. Et pour vous, peut-être déjà architecte ou futur architecte, je crois que c'est super important parce que il faut savoir que le secteur de la construction est le deuxième plus polluant au monde. Il est responsable pour un tiers des émissions de carbone, 40% de l'extraction des ressources, un tiers de la pollution de l'air et 30% de tous les déchets qui sont produits. Donc on est vraiment sur un secteur qui est malade et il faut vraiment faire quelque chose à la façon dont on va construire les bâtiments de demain. C'est comme ça que pour nous, BC Materials est né en vraiment croyant qu'il fallait agir et faire quelque chose plus que de concevoir des bâtiments, mais aussi de pouvoir mettre en place des matériaux qui vont pouvoir aider justement à répondre à cette problématique. C'est justement en faisant ces projets en terre crue qu'on s'est rendu compte que c'est un matériau incroyable. Pourquoi est-ce qu'il est incroyable? D'abord, tout simplement, c'est un matériau qui est circulaire, il est réutilisable à l'infini. Il ne produit aucun déchet quand il est non stabilisé. Et donc je disais circulaire dans son origine, enfin circulaire dans sa destination, mais aussi dans son origine. Donc nous maintenant avec BC Materials, notre entreprise, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On récupère des terres qui viennent de chantiers à Bruxelles, qu'on va transformer après en matériau de terre crue. Donc on a un matériau, une ressource qui est disponible, qui est vue déjà comme déchet, et donc qui est circulaire. On a donc des matériaux qui ont un bilan carbone qui est zéro, on a une pollution qui est aussi zéro, et donc abondante et réutilisable à l'infini. En plus de ça, on est sur pour moi un matériau qui est vraiment très très beau, une qualité esthétique incroyable qui va relier justement l'humain avec une certaine localité. On l'a vu sur le projet par exemple au Burundi, les gens, on reconnaît cette aire latéritique avec l'architecture. Même chose à Anvers, à Edegem, les gens sont fiers de savoir que le bâtiment a été construit avec les ressources qui viennent des alentours. Et à côté de ça, il a aussi d'énormes atouts qui sont incroyables. Il arrive aussi à réguler l'humidité. Donc, quand on produit de l'humidité dans une pièce, il va l'absorber et il va pouvoir le rediffuser quand il fait trop sec dans une pièce. Donc, il est vraiment très sain et très beau. Et donc pour revenir justement à cette matière abondante, je vais vous montrer quelques chiffres qui sont assez percutants. En Belgique, le nombre de terres qui est excavé, parce que je disais donc elle est abondante, mais c'est partout, dans tous les endroits, toutes les villes, on doit creuser pour pouvoir construire. Et en Belgique, c'est 37 millions de tonnes de terre qui sont excavées chaque année.
pouvez vous imaginer, c'est énorme. Rien qu'à Bruxelles, c'est 2 millions de tonnes de terre. Et ces terres, qu'est-ce qui se passe avec? En général, elles sont amenées dans des endroits de stockage temporaire. Après, elles sont retriées. Celles qui sont polluées vont en centre de dépollution. Et les autres, qui sont tout à fait utilisables, vont finir dans des carrières à être rebouchées ou alors pour pouvoir être vallonnées. Mais c'est une ressource qui serait parfaitement utilisable. En Belgique, ça va même très loin. Il y a des carrières, des superbes carrières de pierre ou d'argile où les exploiteurs gagnent plus d'argent de leur remettre de la terre à l'intérieur que de continuer l'exploitation. Parce que ça, évidemment, ça coûte de plus en plus cher pour les terrassiers et donc pour les promoteurs immobiliers aussi de faire sortir la terre de la ville. Et donc du coup, c'est un potentiel pour ce que BC Materials veut faire. Pour nous, ça veut dire à peu près 16 millions de tonnes de terre qui pourraient être utilisables. Pour l'instant, on en utilise, je crois, 300 tonnes par an. Donc ça va, il y a encore de quoi faire. Donc ceux qui veulent faire la même chose, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités. La première chose, comme vous avez vu sur la vidéo près d'Anvers, on va venir avec des machines sur site à côté de l'endroit pour pouvoir produire. C'est ce qu'il y a de plus local, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense, mais parfois, évidemment, le site ne permet pas de faire ça. Et donc, on a décidé de construire un petit hangar, une halle de production à Bruxelles, à côté justement de ce flux de 2 millions de tonnes de terre qui part chaque année, pour avoir une production stock de 3 produits phares que maintenant on met en vente par BC Materials. Alors vous pouvez poser la question, oui, mais est-ce que ces terres-là de votre ville, est-ce qu'elles sont utilisables? Parce que j'imagine qu'il faut quand même des ressources spécifiques pour pouvoir faire une brique ou pour pouvoir faire un enduit. Eh ben, ici, voilà, vous voyez, c'est une coupe de la ville de Bruxelles. Avec en bas, on est dans la vallée du canal, et puis on monte vers plus haut, vers Boisfort, Uccle. Et en fait, toute la couche qui est jaune, c'est du sable. Et la même chose que pour les matériaux de ciment ou de béton, on a besoin surtout de sable en fait. Et évidemment, nous en terre crue, on n'utilise pas du ciment pour pouvoir faire notre lion, on utilise de l'argile. Et ça, c'est toute la partie mauve que vous voyez. Ça, c'est l'argile éprésienne. Et donc, à Bruxelles, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les matériaux qu'on veut faire. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Bruxelles, je ne sais pas, qui connaissent par exemple le Sablon, à Bruxelles, c'était une ancienne carrière de sable. Et maintenant, Demeter, qui est la plus grosse entreprise terrassière de Bruxelles, elle sort à peu près une centaine de camions de Bruxelliens, de sable bruxellien, chaque jour, et ça part, ça part, ça part. Et c'est du sable qui est parfaitement utilisable pour pouvoir construire. Ici, vous voyez par exemple un chantier, si je ne me trompe pas, qui est à Uccle, où voilà, on a ce sable bruxellien. Vous voyez, il y a énormément c'est un gros gisement, il y a énormément de sable qui sort pour probablement construire des parkings. Puis après, quand on va un peu plus profond, vous avez vu, c'était quand même cette partie mauve. Elle est assez profonde. Dans la vallée du canal, elle est déjà à 8 mètres de profondeur. Quand on est plus haut sur Bruxelles, évidemment, là, il faut descendre très très bas. Donc celle-là, hélas, on ne l'a pas tous les jours. C'est l'argile éprésienne. Et là, par exemple, ce chantier, vous voyez, c'est un bassin d'orage qui a été construit à Forêt, une des communes de Bruxelles. Où là ils sont tombés sur cette couche d'argile éprésienne, c'est une argile grise, très cohésive, qui ressemble très fort justement à l'argile qu'on a utilisée pour pouvoir faire à Anvers, mais qui est aussi une argile éprésienne. Et puis dans certains de nos produits, on a besoin aussi d'avoir des graviers, des charges qui sont un peu plus grosses que du sable fin. Et par exemple pour le pisé, qui est une sorte de béton d'argile qu'on fait, ou même pour nos briques, les BTC. Et donc là, on essaye de ne pas travailler avec du gravier de rivière, parce que c'est la même chose. Ça veut dire qu'on exploite une carrière de rivière, ou une carrière tout simplement de pierre, ou alors une rivière. Et donc là, on essaye d'utiliser du béton recyclé. Et là, vous voyez de nous la même entreprise de terrassement. Je ne fais pas de la pub pour eux, mais là, ils sont partout à Bruxelles. Non, pas hélas, ils sont super sympas, mais ils sont là partout à Bruxelles, c'est Demeter. Et ils démolissent aussi énormément de bâtiments. Et donc, quand ils démolissent le béton, pour pouvoir être le plus efficace, pour pouvoir l'évacuer, ils
crible, il le crible et le concasse en 2 fractions de gravier, un 0,7 et un 7,22, qui est parfaitement utilisable aussi pour nos matériaux. Ici, vous voyez donc notre bâtiment, notre hangar, avec nos loges où on se fait livrer justement les camions. Donc évidemment, on ne paye pas pour nos ressources. Si on avait suffisamment de production, on pourrait même demander de l'argent pour pouvoir faire venir des camions. Pour l'instant, comme on fait venir à peu près un camion par mois, on est content qu'il vienne déjà gratuitement. Donc, voilà. Et ici à l'intérieur, donc on a un espace polyvalent. Selon la commande qu'on a, on va faire des briques ou alors on va faire des enduits ou on va faire du pisé. Donc voilà, j'arrive aux 3 produits qu'on a mis en vente pour l'instant. C'est la briquette, c'est une brique de terre comprimée qui fait 14 cm sur 29,5 sur 9 cm de hauteur, qui peut être utilisée pour faire des murs porteurs ou non porteurs. On a le bruxellaire qui est un enduit de terre crue, et le castar qui est une sorte de béton d'argile. Pour ceux qui connaissent, c'est la technique du puisé. Et donc évidemment, pour pouvoir bien vendre nos matériaux, on doit les conditionner de façon normale, la plus utilisable, plus facile à utiliser pour l'entrepreneur sur place. Donc évidemment, on les met en big bag ou alors sur palettes, comme vous avez là-bas, et aussi en sac ou en tonneau pour les enduits de 25 kg. Alors le bruxellaire, c'est un enduit de terre crue. Pour ceux qui ne connaissent pas les enduits de terre crue, il faut vraiment que vous commencez à un petit peu voir ce que c'est ce matériau, parce que c'est fantastique. À la place d'utiliser un enduit au plâtre, on est sur un enduit qui se plafonne pratiquement de la même façon. Il ne fonctionne pas en monocouche mais en 2 couches, mais utilise exactement les mêmes outils que pour les enduits au plat. Donc c'est très facile de demander à un plafonneur, un enduiseur de plâtre de passer à l'argile. Et nous, en fait, on a 4 enduits de base, parce qu'évidemment, on a différentes sortes d'enduits, des enduits de base, des enduits de finition, et nous, on fait que des enduits de base, parce que ça utilise le plus les terres locales. Pour les enduits de finition, on va aller sur différentes sortes d'argile, et nous, on essaye d'utiliser le moins de ressources qui viennent autre que d'excavation, mais quand même on a développé pas seulement l'argile, enfin le bruxellaire gris et brun qui eux sont 100% circulaires, mais on a quand même un blanc et un rouge qui vient avec des argiles des alentours de Belgique. Voilà le résultat, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus vivant, je crois, comme finition à l'intérieur. Je me rends compte quand même, en tout cas en tant qu'architecte, qu'il y a de moins en moins de demandes, enfin de plus en plus d'envie d'avoir des murs qui sont plus vivants et d'avoir moins cet aspect blanc fini. Et là justement, on peut arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus vivant. Ici, vous voyez donc notre argile brune, ici l'argile grise dans notre showroom à Bruxelles. Et alors, on a aussi développé, pour certains projets, on aime bien continuer à faire de la recherche et du développement, toujours nous. Et là, on est en train de développer des enduits acoustiques, parce qu'on a beaucoup de problèmes de réverbération dans les bâtiments, et on finit à mettre des panneaux acoustiques à l'intérieur. Et là, on a un enduit qui contient énormément de fibres, justement, pour avoir ce problème de réverbération. Sachant aussi qu'un enduit en terre crue, que ce soit le nôtre ou quelqu'un d'autre, est 4 fois meilleur qu'un enduit au plâtre en réverbération du son. Donc, point de vue acoustique est vraiment très intéressant. Et alors, évidemment, pour la production de nos matériaux, il est important aussi d'avoir quelque chose de performant. Donc, on suit des normes maintenant. Pour l'instant, il n'existe pas encore de normes belges. Françaises, je ne suis pas sûr non plus. En tout cas, il existe des normes allemandes, des DIN, pour les briques et pour les enduits et pour le mortier. Et donc, on suit ces normes-là pour pouvoir avoir un matériau qu'on peut garantir performant. Et puis donc on a le castar. Le castar, lui, c'est un pisé, un mélange pisé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pisé, avec le pisé, on peut faire des murs monolithiques. C'est comme une sorte de béton. Donc on va d'abord dessiner un mur, on va avoir un coffrage qu'on va construire.
Et dans le cas du pisé contemporain, on peut utiliser des coffrages qui sont les mêmes que pour le béton, donc par exemple la marque Doka qui est assez connue. Et au lieu de couler la terre à l'intérieur de ces banches, on va la verser en 15 cm, puis on va la damer avec un fouloir manuel ou pneumatique. Dans ce cas-là, c'est un fouloir pneumatique. Et comme ça, petit à petit, on va monter strate par strate et créer un mur qui peut être porteur aussi. Ici, par exemple, un exemple de projet d'un belvédère en Belgique qui a été dessiné par De Rode Linéal, des architectes qui viennent de Genk, à l'endroit où le projet a été construit, dans la province du Limbourg, qui, eux, voulaient construire justement avec les ressources qui venaient des alentours, qui est le gravier de la Meuse. Et donc, on a reformulé ces terres qui venaient, ces graviers des alentours, pour pouvoir faire le mélange de ce belvédère en pisé. Ici, un projet assez emblématique pour un autre architecte qui est AST 77, qui vient de la ville de Tirlemont, qui lui, pour sa maison, voulait avoir le mur le plus haut en pisé qui existe au monde. Ben, on lui a dit ok, ça va, on va le faire. C'est un mur qui fait 15 mètres et demi de hauteur. Je crois il existe des plus hauts, mais qui sont très très vieux. Hein, peut-être dans la ville de Shibam au Yémen, on va trouver des bâtisses qui sont encore plus en terre crue, qui sont nettement plus hautes, mais des bâtisses comme ça, on ne peut plus arriver à les calculer avec les Eurocode 5 ou aucun Eurocode. Ici, ce mur-là répond aux normes européennes en point de vue stabilité. C'était vraiment, vraiment un challenge d'arriver à reformuler cette terre qui venait de là avec des graviers qui venaient d'autre part pour avoir un matériau aussi performant que pour arriver à tenir 15 mètres et demi de hauteur. Après, avec le pisé, évidemment, on peut faire d'autres choses aussi. On peut faire des comptoirs, du design. Ici, par exemple, dans la boulangerie, cette boulangerie qu'on a dessinée par BC Architecte, on a conçu un comptoir qui, à l'intérieur, a aussi un serpentin de tuyaux pour pouvoir avoir un mur chauffant. Mais ce qui est aussi moyen de faire avec le pisé, qui est assez incroyable, on peut faire des dalles. Donc des dalles en terre qui sont compactées. D'abord, on va tirer la terre comme une chape. Et puis après, elle va être compactée avec une plaque vibrante. Et alors, une fois qu'elle est compactée, on la laisse sécher et on peut directement la finir avec une cire de carnauba. Ici, par exemple, on voit dans une maison pour laquelle on a vendu cette terre grise, ce castar gris. Ça, c'est un rendu qui est qui ressemble toujours à de la terre, qui est assez beau, moi je trouve. Mais il y a moyen aussi, si on veut, de le finir en ponçant pour avoir un aspect terrazzo, granito, où on va refaire vivre en fait les graviers qui vont ressortir. Et là, évidemment, les possibilités sont innombrables parce que quand on va jouer avec les graviers, jouer avec la couleur de l'argile, on peut avoir plein de finitions différentes. Et puis, ce qui est possible aussi à faire, c'est faire des objets en pisé, puisqu'on c'est surtout la technique de comment faire un coffrage. Ici, par exemple, ce sont des tables, une table à point, un tabouret, qui a été conçu lors d'un workshop qu'on a organisé et qui a été après mise en vente par un magazine qui s'appelle Sabato en Belgique. Et puis pour finir, le produit qu'on vend aussi, c'est la briquette. Et alors là, la briquette, ça vous l'avez vu, c'est la même sorte de brique qu'on a fait pour Edegem ou qu'on a aussi vu au Burundi, mais qui maintenant va prendre une autre allure. On est en train de lancer un projet de recherche et développement avec Belliris, qui est le client délégué pour la nouvelle ligne de métro qui va être construite à Bruxelles, qui va relier le centre avec Schaerbeek, et dont on va sortir à peu près, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est des millions et des millions et des millions de tonnes d'argile yprésienne qui vont sortir pour le creusement de ce métro et dont on ne sait pas encore du tout ce qu'on va faire. Et donc Belliris nous a demandé de réfléchir si c'était possible avec cette argile
de pouvoir créer des briques. Et donc, ici, on voit par exemple le métro. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait une possibilité de construire près d'un million, 1,5 million de blocs si on faisait toutes les stations de métro, avec. Et donc, pour ça, évidemment, BC Materials, avec la production qu'on a pour l'instant qui est assez artisanale, ce ne sera pas possible. Et on est en train d'analyser la capacité et la possibilité de travailler avec des industriels en Belgique qui font déjà des briques de ciment, hein, pour pouvoir changer leur modèle de production et de travailler avec de la terre crue qui viendrait des excavations. Donc de ne pas lancer une nouvelle industrie, de ne pas construire une nouvelle usine qui va faire la brique de BTC, mais de travailler justement avec des industriels qui produisent déjà des briques et d'être dans un projet de co-recherche avec eux pour pouvoir produire ces briques. Et donc pour faire ça, bon, pour l'instant ça c'est la brique qu'on vend, hein, qui est assez artisanale, vous l'avez vu avec la même machine qu'on faisait avec des games. Mais donc pour cela on est en train de lancer aussi une levée de fonds, un crowdfunding. Parce que peut-être que je ne l'ai pas dit au début de la conférence, mais on est une société coopérative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui travaillent au sein de BC Materials peuvent être coopérateurs. Donc moi je suis un des fondateurs, mais notre personnel est en train de devenir aussi fondateur petit à petit. Et donc il est possible dans cette société coopérative aussi d'acheter des actions qui vont vous permettre après de créer de l'impact avec nous pour pouvoir répondre à la demande du futur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez la moindre question, ben, je pense qu'on peut y répondre. Oui, je ne sais pas si je dois passer le micro ou comment est-ce que... Ben, moi je t'entends, mais je ne sais pas si il faut que on t'entende aussi sur la vidéo. J'avais juste une question concernant le premier projet. En fait, je ne sais pas si vous avez évoqué ce sujet, mais combien de temps vous avez passé là-bas et combien de temps ont pris chaque étape en fait dans le projet? Alors oui, ce projet, en effet, on a passé énormément de temps sur place. Je crois qu'on a dû passer presque... On n'était pas tous en même temps là, mais on a dû passer au moins une année sur place pour pouvoir arriver à réaliser ce projet avec la communauté locale. Et je crois que c'est le seul moyen d'arriver à un résultat pareil, c'est de prendre le temps de faire le projet ensemble avec eux, de prendre le temps de connaître aussi les gens, de se faire des amis et sur place pour pouvoir arriver à comprendre comment eux construisent pour après pouvoir co-créer et innover ensemble. Et du coup, dans les étapes de recherche et après de production et de construction, ça s'est réparti de manière uniforme ou c'était finalement... Bah, je sais d'abord on a eu un voyage de prospection, on est allé voir sur place et puis on est revenu en Belgique et puis après on est reparti là et là on a passé longtemps sur place. On avait d'abord fait la levée de fonds en Belgique avec un truc qu'on avait dessiné pour essayer d'avoir de l'argent. Et puis on a complètement tout changé sur place en fait. Et puis en même temps, on a commencé à analyser les terres. Et le projet est aussi, ça j'ai pas dit, c'est un projet pilote en fait d'un plus grand projet de la construction d'une école pour enfants sourds. Et de retour justement en Belgique ayant fini la bibliothèque, on a eu facilement après l'argent pour pouvoir continuer la construction. Et alors là, on a pu passer par des tests de laboratoire, ce qu'on fait toujours maintenant pour nos matériaux, qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore fait pour pouvoir caractériser les terres qu'on a, vérifier les tests de performance sur les briques qu'on avait fait. Et au final, c'était assez juste ce qu'on avait présumé, on va dire, là-bas sur place, après en faisant les tests en Belgique. Pas d'autres questions? Si.
Je ne sais pas comment ça se passe en... Et vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Je sais pas comment ça se passe en Belgique au niveau des normes, mais est-ce que vous avez déjà eu des blocages par rapport à certaines normes pour construire justement en terre crue? Alors oui et non. Je crois que en Belgique c'est quand même un peu plus facile qu'en France parce que justement sur des projets euh, sur beaucoup d'échelles de projets, on n'est pas obligé de passer par un bureau de contrôle qui nous laisse pas la possibilité en amont du projet de déjà construire avec certains matériaux. Donc du coup, on a eu la possibilité de directement de mettre les matériaux en place. Et après, c'est une histoire d'arriver à s'arranger avec son assureur, d'avoir la bonne assurance. Maintenant, on se rend compte que c'est toujours assez important, justement, quand même, de pouvoir rassurer que ce soit le client ou maintenant, comme on travaille aussi pour d'autres architectes, l'architecte. Et donc, on fait attention justement que nos matériaux ou bien suivent les normes DIN, qui sont une norme qui existe déjà pour les matériaux normalement, ou bien on passe par un protocole assez strict qu'on s'est mis pour nous-mêmes pour pouvoir prouver la qualité des matériaux. Mais, euh, mais honnêtement, en Belgique, je crois que c'est quand même un peu plus facile qu'en France, même si en France, maintenant, il y a quand même de plus en plus de choses qui se passent. Est-ce que vous avez aussi la possibilité de passer par des ATEX, par exemple, pour pouvoir faire passer des matériaux comme du pisé. Il y a déjà pas mal de projets qui ont été construits aussi en France, qui font office de jurisprudence après sur d'autres projets. Donc, ça bouge quand même assez fort et honnêtement, si chaque fois il fallait arrêter de pousser justement parce qu'il y a des normes qui soi-disant interdisent, je crois qu'on serait arrêté assez rapidement. Mais donc il faut toujours être assez persuasif dans sa façon de faire et de pousser. Et puis voilà, si le bureau de contrôle n'est pas content, ben, vous changez de bureau de contrôle, vous en prenez un autre et jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aussi parfois essayer un petit peu pousser la chose. Si vous y croyez vraiment dans... Parce que maintenant je parle de terre crue, mais voilà, il y a plein d'autres matériaux qui sont utilisables. C'est pas que la terre crue qui va résoudre les problèmes de notre société, ça c'est sûr. Mais ce sont des combinaisons, mais souvent des combinaisons qui ne sont pas assez connues de matériaux, de techniques de construction et qui doivent être poussées justement. Et c'est là où l'architecte doit être un peu activiste aussi et de faire de son mieux, d'arriver à trouver ou bien la zone grise dans une norme ou bien dans une loi pour pouvoir faire pousser justement ces idées, quoi. Je suis assez d'accord évidemment avec le fait qu'il faudrait qu'on soit même sans doute beaucoup plus à pousser. On n'en serait pas dans la situation dans laquelle on est, en tout cas en France. Moi, je voudrais que tu puisses revenir sur concrètement comment vous fonctionnez entre BC Material et BC Architect, parce que ça, pour le coup, en France, c'est quelque chose de strictement impossible sur le plan juridique et réglementaire. Et du coup, comment vous, en Belgique, vous arrivez à fonctionner de cette manière-là? Parce que ça, peut-être que les étudiants n'ont peut-être pas complètement bien compris, mais je trouve peut-être que tu pourrais en dire un mot. Comment vous fonctionnez justement entre BC Architect et BC Material? Ouais. Donc du coup, vous avez compris, j'imagine que le projet du Burundi, le projet qu'on a fait à Edegem, c'était avant que BC Materials est né. BC Materials est né maintenant il y a 2 ans, je crois. Ça fait 1 an vraiment qu'on est en train de produire. Et il était clair justement en faisant ces projets d'architecture qu'on voulait faire plus que le métier d'architecte. Il y a un moment, on s'est même posé la question, est-ce qu'on n'a pas envie de devenir entrepreneur? C'est qui est strict, enfin entrepreneur, artisan, constructeur, ce qui est strictement interdit en Belgique, selon la loi de Brenne de 1900, je ne sais plus combien, qui protège le métier d'architecte justement pour pas enfin, qui protège les clients justement par rapport à ce qu'on n'est pas un architecte qui va tout faire et prendre tous les bénéfices. Ok. Mais une loi qui va justement aussi un petit peu stopper la possibilité de l'innovation. Donc nous, on était là à ce moment-là, mais c'est assez embêtant parce qu'on veut avoir un pied dans le chantier, on veut pouvoir montrer comment faire, parce que c'est la seule possibilité pour pouvoir
arriver à garantir une bonne qualité de ces matériaux innovants. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon voilà, entrepreneur, c'est pas possible. Mais par contre, producteur de matériaux, c'est là où la zone grise est géniale en Belgique, ça c'est possible. Pourquoi? Parce que je ne sais plus quand, il y a eu un architecte qui avait lancé un business de faïence, je crois dans les années 50 ou 60, et qui a été demandé qui a été repris par l'ordre des architectes en lui disant tu ne peux pas faire ça, et qui est allé jusque en cassation et qui a gagné. Et donc maintenant, ça nous fait office de jurisprudence pour dire qu'on a le droit de le faire aussi. Voilà, c'est là où on en vient quand je parle de zone grise et de pousser vraiment les choses. Et donc on a le droit, oui, en Belgique, de vendre des matériaux. On ne peut pas les placer, on peut vendre des matériaux et être architecte en même temps. Et alors évidemment, pour un peu aller plus loin aussi sur comment est-ce qu'on fonctionne au sein de BC. Donc on a BC Architecte qui maintenant est une équipe de, je crois, 15 personnes, et puis on est 6 chez BC Materials, et donc des 4 cofondateurs de BC Architect Studies and Materials, il y en a 2 qui travaillent sur BC Materials, c'est moi et mon collègue Ken, et les 2 autres qui travaillent sur BC Architects. BC Studies, c'est un petit peu, ça reste c'est une ASBL qui flotte un peu sur le tout. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on opère. On s'est quand même rendu compte qu'il était important pour pouvoir voir les choses assez sérieuses, d'avoir quand même un certain focus aussi sur les choses qu'on fait. Et donc on est quand même assez séparés, on va dire, même si on est dans les mêmes locaux, qu'il y a certains des gens qui travaillent, qui parfois flottent sur une entreprise et puis sur l'autre. Donc on est une famille, on mange ensemble nos tartines à midi ensemble aussi. Mais ce sont vraiment 2 entreprises différentes, parce que c'était aussi nécessaire, point de vue des risques aussi, hein, parce que évidemment les risques ne sont pas du tout les mêmes. Les assurances ne sont pas les mêmes, les décennales ne sont pas les mêmes, donc il fallait quand même créer ces deux entreprises. Mais par exemple, un autre exemple, Assemble en Angleterre, eux, ils n'ont pas dû le faire, par exemple. Ils ne sont pas producteurs de matériaux, hein, mais je veux dire, ça dépend aussi des législations qu'il y a dans chaque pays de permettre d'avoir une pratique un peu plus hybride de l'architecture. Merci pour cette conférence. C'est vraiment votre parcours est absolument remarquable, et j'aimerais bien que vous reveniez sur le début et sur l'Afrique, sur le choix de l'Afrique. Comment vous est venue cette idée-là de partir là-bas? Est-ce que c'était une position aussi par rapport à ce qu'est l'architecture en Belgique ou en Europe, peu importe, dans le monde occidental, on va dire, aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que ça me fait penser quand même à un moment un peu critique, celui des Tim Ten, celui de la critique de la modernité. Aldo Van Eyck part en Afrique, va regarder les villages d'Ogon. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez aussi cette approche un peu critique par rapport à l'architecture, on va dire, dominante actuelle? Est-ce que c'est ça qui a motivé ce départ vers le Burundi, ou est-ce que c'est complètement aléatoire? Je ne sais pas. Je crois que le départ, à ce moment-là, était très 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 naïf. Donc c'était vraiment, on est parti, on avait fini les études, on était en train de travailler dans une agence, on était en train de faire nos stages, et on a eu cette opportunité, via de partir là-bas, et on l'a prise directement, et on s'est dit c'est ça qu'on veut faire. Et quand je dis naïf, c'est parce que voilà, ça part vraiment de l'idée, on va aller aider les populations locales, on va construire une bibliothèque, on va peut-être... voilà. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte que je pense qu'on a donné beaucoup moins que ce qu'on a reçu. Ça, je le crois toujours. On a appris énormément de choses là-bas sur place par la population locale,
par la façon dont ils ont ouvert leurs bras vers nous aussi. Et on s'est rendu compte que nous n'avons pas vraiment énormément donné plus qu'un intérêt, on va dire, vis-à-vis vers eux, vis-à-vis d'eux. Donc à ce moment-là, c'était absolument pas dans une pensée de est-ce que on fait partie des architectes postcolonialistes ou non. Maintenant, oui, il y a quand même une réflexion qui se refait par rapport au travail qu'on a fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand on parlait de combien de temps on a passé sur place, je crois que ça c'est très 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 important parce que ça parle de l'histoire aussi qu'on va créer avec une communauté locale. Arriver à un endroit, construire rapidement un truc écologique pour après leur laisser et puis repartir, ça c'est vraiment du postcolonialisme, ça j'y crois vraiment. Mais ce que nous on a fait, on a répété encore quelques projets aussi en Afrique, au Maroc, mais le choix des endroits où on construit est très 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 restreint maintenant. C'est vraiment à des endroits où on peut établir une vraie relation avec la population locale, comme on a eu à Muyinga, où on faisait partie du village à un moment. Et donc voilà, je crois au moment même, c'était vraiment très naïf, et c'est vraiment par après qu'il y a eu une position un peu plus de réflexion sur ce qu'on a fait. Mais en tout cas, il est très 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 clair qu'on a appris énormément de choses par cette expérience. Et cette expérience a vraiment mis en place ce qu'on est maintenant, donc comme entreprise, et de la façon dont on regarde aussi les choses autour de nous, de la façon dont on va agir aussi pour pouvoir créer nos bâtiments, produire nos matériaux. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, plus ou moins. Bonsoir. Je sais pas, je suis arrivé en début, pas au départ de la conférence, mais vous avez parlé du chanvre et que dans certains endroits, il pouvait pousser jusqu'à 4 fois. Et dans le nord de la France et en Belgique, etc., c'est quoi la rotation de culture qu'il peut y avoir et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquence sur le sol au niveau, je sais pas, d'une exploitation qui se finirait à faire que du chanvre parce que c'est lucratif. Et donc après, on aurait une monoculture sur des hectares et des hectares. Et qu'est-ce que c'est le... Ouais, honnêtement, je suis pas expert en chanvre, ça je le dis directement. Hélas, je ne vais pas pouvoir t'aider énormément là-dessus. Mais je sais que pour l'instant, la culture du chanvre, ça reste, c'est rien hein, par rapport à tout ce qui se cultive chez nous. Donc si il y avait déjà un peu plus, ce serait fantastique. Mais oui, c'est possible que ça reste, c'est possible que ça devienne un problème. C'est vrai que surtout si ça pousse 4 fois, comme j'ai dit, sur une année, oui, ça je ne sais pas te dire. Mais je peux te renseigner si tu veux de personnes à qui tu peux poser la question. Je sais en tout cas que nous en Belgique, notre association, fédération du chanvre a fait faillite. Et donc pour l'instant, les entreprises qui produisent, qui relient, on va dire, tous les agriculteurs qui faisaient du chanvre, donc n'existent plus. Et donc les entreprises, on a une grosse entreprise qui fait des blocs de chaux chanvre, qui fait venir le chanvre de France ou d'Hollande. Donc il y a beaucoup de colère aussi là-dessus, où on a envie de recommencer à produire du chanvre. Mais je sais qu'en France, en tout cas, c'est vraiment c'est parti quoi le chanvre hein, aussi. Voilà. Je m'excuse, je ne sais pas répondre à ta question. Moi, j'ai une question sur les carrières. Est-ce que vous faites toujours appel à des carrières existantes d'argile ou est-ce que ça vous arrive d'en créer pour l'occasion d'un bâtiment ou, enfin, voilà, comment... Alors, on essaie de jamais de créer de carrière. La première chose qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que la ville soit notre carrière. Donc, c'est ce que je disais. Donc, à Bruxelles, on travaille avec les excavations existantes qui a déjà, donc cette filière de terre qui est déjà en place. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver 100% des ressources qu'on a besoin pour pouvoir faire les matériaux qu'on veut vendre.
Et donc du coup, on va quand même travailler avec certaines carrières qui existent déjà, qui ont certains types d'argile ou certains types de sable très précis ou de gravier pour des dalles de granito. Mais en général, on essaye quand même dans tous nos produits d'avoir au moins 70% de terres qui sont circulaires, qui viennent vraiment de flux de déchets et de réamender avec le moins possible. Donc le mieux évidemment c'est si on arrive sur un projet où on va travailler avec la terre du site directement. Ça c'est ce qu'il y a de mieux aussi, hein. Donc voilà, on essaie de travailler le moins possible avec les carrières et quand il faut, on travaille avec les carrières existantes aussi, hein. Mais alors, pour récupérer la terre des chantiers existants, comment ça se passe? C'est-à-dire je sais pas, vous avez une espèce de cellule de veille sur tout chantier. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà une filière existante et je crois que c'est la même chose dans toutes les grandes villes qui est très présente. Donc, première chose, dès qu'un promoteur va construire un bâtiment qui a plus que 300 mètres cubes qui vont sortir du chantier, on est obligé de passer par une attestation qui va prouver que les terres sont non polluées. Donc, il y a déjà des tests qui sont en amont. Donc nous, on travaille qu'avec des terres qui sont non polluées, première chose. Après, on a de la chance que le terrassier à Bruxelles, qui est à peu près 90%, 90% du marché à Bruxelles, il s'appelle De Meter, hein, et il se fait sortir des camions tout le temps. Et donc j'avais montré dans la coupe de Bruxelles, il y a des grandes familles de terre, on va dire, le bruxellien, il y a aussi le limon argileux, c'est une autre sorte de terre, et puis il y a aussi cette argile éprésienne. Et en fait on lui téléphone et on lui dit, ben voilà, salut Sven, est-ce que tu pourrais nous faire venir un camion pour la semaine prochaine? Hop, et il arrive. Il arrive toujours en retard ou trop vite parfois aussi. C'est quand le camion roule, hein, donc hop, il les fait passer, il les fait dévier chez nous. Et donc c'est cette filière qui existe déjà. Ou alors parfois, ce qui se passe aussi, c'est quand il est en route vers le stockage temporaire. Il n'a pas de camion qui roule et on lui dit on a vraiment besoin d'un camion pour demain. Et alors là, il va le chercher tout simplement un camion dans le stockage temporaire qui revient en arrière, on va dire, jusque chez nous. Donc ça, c'est moins efficient évidemment, mais c'est faisable. Après, il y a toute cette logique, évidemment, et ça c'est une vraie problématique, quand on va faire sortir ces millions et millions de tonnes de terre pour le métro, on va les mettre où? Parce que vous avez vu peut-être sur la vidéo des Degem, pour pouvoir faire nos matériaux, on doit faire sécher notre argile, on doit la broyer, donc il y a tout un travail encore qui doit être fait en amont, on doit la tamiser aussi parfois, et donc il y aura un travail justement avec les terrassiers pour pouvoir tweaker cette filière et créer des endroits d'autres espaces temporaires qui vont ou bien stocker ces ressources jusqu'au moment où on a vraiment la production. Donc ça va être tout un travail justement de filière à organiser. Parce que ça n'existe par contre pas encore. Mais la filière d'excavation jusque réenfouir les carrières, ça, il est vraiment bien installé, quoi. Ah, pardon, Mais si vous non, mais et là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le travail de Terre de Paris, hein. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'exposition à l'Arsenal, maintenant il y a déjà moins un an ou deux, je crois. Et nous, en fait, on a été inspirés justement par ce travail qui avait été fait par un consortium de cratères avec l'agence Joly-Loiret à Mâcon et qui avait travaillé justement, qui travaille toujours sur ce flux de terre qui existe à cette filière à Paris, pour lequel eux vont construire une nouvelle entreprise qui va retravailler, une usine à plusieurs produits de terre crue. Je crois que c'est briques, enduits, panneaux aussi d'argile. Et donc du coup, ils vont retravailler cette filière pour pouvoir travailler sur ce flux-là. Et eux ont des photos incroyables des stockages temporaires que vous avez en France, dans la région de Paris. Ça vaut vraiment la peine de regarder. C'est des endroits incroyables. Ici, sur l'exposition, si vous regardez, on a filmé aussi les espaces de stockage temporaire à côté de Bruxelles, mais c'est à Bruxelles. Ce sont des immenses tas de terre, c'est incroyable.
pardon, quand vous travaillez pour d'autres architectes, c'est en tant que fournisseur de matériaux ou Oui, donc BC Materials travaille pas pas comme seulement bureau d'études les deux. Donc on vend en effet des produits, mais on vend aussi des services de consultance. Par exemple, pour l'instant, on est en train de travailler sur un projet en Géorgie où là, l'architecte et le client nous ont demandé de réfléchir à la reformulation des terres locales pour pouvoir construire le projet qu'ils ont dessiné. On a un autre projet aussi à Arles pour l'atelier Luma.